dès aujourd'hui les seuils RE 2025. Avant de vous présenter ça, je vais recamper le décor, planter le décor. Donc ça a déjà été très bien fait, je vais refaire une petite synthèse. Je vais essayer d'expliquer ce que ça représente de respecter ces seuils dès aujourd'hui. Et ensuite, je vous présenterai ce bâtiment. Ça vient d'être dit, très bien, je fais juste une petite synthèse rapide. La RE 2020, en 2022, on renforce l'isolation sans changer de mode constructif, pas de rupture technologique. On pourrait néanmoins aller beaucoup plus loin. Solution énergétique, tout est compatible. Le gaz, l'effet Joule est très contraint, mais possible. Le confort d'été, on l'a vu. Les incidences des exigences auront un impact sur la manière de construire uniquement dans le sud-est de la France. Et l'impact carbone des matériaux, ça vient d'être très bien dit. Pas de rupture dans la manière de faire. L'ensemble des bâtiments passeront ces seuils, sauf spécificité architecturale. Une pompe à chaleur, ça vient d'être dit. Beaucoup de matérialité en façade. Des bâtiments peu compacts peuvent se retrouver contraints. Donc une phase d'apprentissage légèrement dimensionnante. Alors maintenant, ça va évoluer. Certaines exigences. Le B-bio, la qualité de l'enveloppe, il n'est pas prévu que ça évolue. Les consommations d'énergie primaire non plus. Pour le confort d'été, non plus. Les deux indicateurs qui vont évoluer, c'est l'IC construction, impact carbone des produits de construction, et l'IC énergie. Donc un bond de 12% en 2025, et un bond vraiment significatif pour le IC énergie, puisqu'on divise par plus de 2 les valeurs. Avec une petite dérogation pour les réseaux de chaleur, pour leur laisser un peu plus de temps pour se décarboner, puisque c'est des acteurs qui mettent un peu plus de temps à se décarboner. Et maintenant, les incidences. Côté IC Énergie, c'est assez simple dès aujourd'hui d'évaluer les incidences, ça vient d'être présenté. Plus de gaz en 2025. Donc, petit point d'introduction, je vais parler uniquement de logement collectif. Donc plus de gaz, des solutions hybrides, ça a été dit. Et donc hybride, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on fait intervenir deux générateurs, l'un à côté de l'autre. Ils n'ont pas forcément besoin d'être sous le même capot. C'est une pompe à chaleur, par exemple, qui va faire de l'eau chaude sanitaire, et la chaudière gaz qui fait l'appoint et qui intervient sur le chauffage. Ce combo-là, on l'utilise déjà très régulièrement depuis de nombreuses années, c'est du maîtrisé. Maintenant, l'étape d'après, c'est de faire intervenir la pompe à chaleur aussi sur le chauffage. Et pour passer ce seuil, alors, excusez-moi, ce combo, la pompe à chaleur qui travaille sur l'eau chaude sanitaire et le gaz qui fait le chauffage, c'est en capacité de respecter les seuils 2025, mais il va falloir forcer le niveau d'isolation pour compenser un peu les émissions. Donc c'est possible, mais renforcement de l'isolation significatif. Maintenant, ce qui émerge là, dans les mois qui viennent, c'est des solutions où la pompe à chaleur reste avec un appoint gaz, mais va aussi intervenir sur le chauffage. Et donc, si on admet que cette pompe à chaleur fait 50% du chauffage, eh bien là, cette solution, ce package, n'a plus besoin de renforcement de l'isolation pour passer les seuils 2025. Et on peut aller encore beaucoup plus loin. L'enjeu maintenant, ça va être que la pompe à chaleur intervienne réellement et que ce ne soit pas le gaz qui prenne le relais dans la vraie vie du bâtiment. Et puis, dernière solution, la pompe à chaleur qui, elle, passera haut la main ces seuils, comme les chaufferies bois, comme les réseaux de chaleur bas carbone. Donc, une vision assez claire pour le IC énergie. Pour le IC construction, on fait la comptabilité des éléments qui constituent le bâtiment et on leur met une donnée environnementale en face, un impact carbone. Il se trouve que la base INIES, qui collecte ces données, elle est en perpétuelle évolution puisque les acteurs la fournissent, justifient leur impact carbone. Et donc, si je fais une analyse de cycle de vie aujourd'hui, je n'obtiendrai pas le même résultat que si je fais une analyse de cycle de vie en 2025, puisqu'on n'aura pas les mêmes données environnementales. De quoi vont dépendre ces évolutions? La disparition des valeurs par défaut. Il y a différents types de données pour justifier l'impact carbone des éléments. Il y a différentes fiches. Des fiches individuelles, c'est un acteur qui justifie l'impact carbone d'un produit, d'une référence commerciale. Des fiches collectives où c'est un groupe d'acteurs qui se rassemblent pour justifier l'impact carbone qui est compatible avec l'ensemble des produits de ce groupe d'acteurs. Et puis, quand les filières n'ont pas eu le temps ou les moyens de fournir des fiches, des justifications, eh bien l'administration définit des valeurs par défaut qui sont pénalisantes, 2 à 3 fois plus pénalisantes. Donc c'est vraiment un impact significatif. Aujourd'hui, si on fait une analyse de cycle de vie, on obtient un résultat à 740 kg de CO2, on va dire, c'est une moyenne.
il y a environ 200 kg de valeur par défaut ou de lots forfaitaires. 40 kg seulement sur les lots architecturaux, donc on est au bout du chemin bientôt, il reste quelques éléments à justifier. Et puis 160 kg dans les lots CVC, plomberie, électricité, avec une partie de ces lots qui vont sûrement évoluer significativement, puisque ces acteurs qui n'étaient pas encadrés dans le plus c'est moins, c'est tout nouveau pour eux de faire cette comptabilité carbone pour les CVC électricité. Et donc voilà, on leur laisse un peu de temps pour justifier tout ça. Et donc en 2025, on aura moins de valeur par défaut, donc l'impact carbone dans le bâtiment diminuera si je refais le calcul en 2025. Ça vient d'être dit, je pense que c'est une réalité, une pompe à chaleur à sa fabrication a un impact carbone supérieur à une chaudière gaz. Ici, c'est très accentué, puisqu'on a encore des fluides frigorigènes très carbonés et on manque de fiches pour caractériser ces packs, donc on a des valeurs par défaut très pénalisantes. Donc, respecter les seuils 2025 dès aujourd'hui, on est obligé de mobiliser des pompes à chaleur, et donc on est pénalisé aujourd'hui, c'est d'autant plus dur, mais ça va s'améliorer dans le temps. Autre point, on a beaucoup de données, mais elles vont gagner en précision. Je prends un petit exemple, si demain j'ai un isolant de 14 cm, et que j'ai moi des fiches dans ma base de données pour 12 et 16 cm, eh bien je vais aller au plus défavorable, je vais monter à 16 cm. C'est un petit exemple juste représentatif pour dire qu'au fur et à mesure que les acteurs vont nous fournir des données, eh bien on va savoir caractériser plus précisément chacun des éléments et optimiser un petit peu le calcul. Il y a notamment des configurateurs qui font leur entrée, des petits logiciels qui nous permettent de définir plus précisément ces données. Et puis il y a eu des erreurs de fait dans certaines fiches, un sujet nouveau, et des fiches qui sont trop pénalisantes. Donc tout ça, ces évolutions vont encore faciliter le respect du seuil 2025 en 2025. Après, il y a d'autres éléments qui vont aller dans l'autre sens. La complétude des ACV, les bureaux d'études, je pense, vont être de plus en plus précis, de plus en plus complets, même s'il faut l'être dès maintenant. Des données aussi, il y a encore quelques éléments qui ne sont pas caractérisés par des fiches. Et donc, il y a une plateforme de l'administration sur laquelle on peut faire des demandes. Je pense aux fixations pour tenir les bardages, à certains vernis qu'on pose sur des dalles. Voilà. Ce n'est pas grand-chose, mais il manque encore quelques éléments. Les industriels, les acteurs vont optimiser leur process de fabrication. Et puis nous, on va monter en compétences. Aujourd'hui, ça amène parfois un peu de frustration, ces exigences dans la conception des bâtiments. Il va falloir que les architectes, les maîtres d'ouvrage, nous, apprenions à concevoir et se dotions de réflexes de conception qui vont nous permettre de construire à plus bas carbone. Donc globalement, il est assez difficile de savoir quelles vont être les incidences techniques concrètes des seuils 2025, 2028, 2031. Mais on pressent que ce sera beaucoup plus simple de respecter la RE 2025 que de respecter la RE 2020. Voilà. Donc, tout ça pour dire que les prestations que je vais présenter dans mon bâtiment, elles ne représentent pas ce qu'on va devoir généraliser sur tous les bâtiments en 2025. C'est important de l'avoir en tête. Si j'avais à parier, je dirais que ce bâtiment, je pense qu'il sera en capacité de respecter les seuils de 2028, voire peut-être plus. Maintenant, ce bâtiment. C'est un bâtiment de 24 logements dans le 11e arrondissement de Paris, rue Alexandre Dumas, avec multiples certifications, une équipe de conception avec un architecte Baudouin Bergeron, un économiste Ecotech, ICM à la structure qui a un rôle prépondérant, l'acousticien aussi, et nous, thermique, fluide, carbone. Et vraiment là, ça a été une synergie de tous ces acteurs pour réussir à concevoir ce bâtiment, puisque du fait de ces exigences, on a des interactions plus fortes. L'enjeu, c'est que c'est en milieu urbain dense, avec notamment ce grand immeuble qui a une vue directe sur le toit du bâtiment, et donc une difficulté supplémentaire non négligeable pour intégrer des pompes à chaleur. Et puis, donc il y a une incidence visuelle et acoustique, on va le voir. Le mode constructif, quelque chose d'assez innovant. En façade, on a des éléments préfabriqués, donc une ossature bois avec une façade en béton de 7 ou 8 cm qui est coulée en usine et connectée à la façade. Ici, donc l'intérêt, c'est qu'on garde une finition extérieure minérale qu'on peut matricer, et donc ça nous donne une liberté architecturale. Ces éléments ici sur ce bâtiment n'ont pas de rôle structurel, c'est vraiment de la façade rideau, ils ne font pas de contreventement, on vient remplir la façade. Côté structure du bâtiment, c'est vraiment un mix bois-béton. Mais chacun de ces éléments a un rôle structurel. Vous pouvez le voir, donc il y a des solives,
on ferme et on vient couler en place, on aurait pu le faire en préfabriqué, une dalle béton de 8 ou 12 cm. Cet élément béton, il n'est pas là juste pour être déposé sur l'élément bois, il a un vrai rôle structurel, il est solidaire grâce à ses connecteurs du bois, et il joue un rôle structurel autant que le bois. Et donc ça nous donne un mode constructif qui a un peu plus de rigidité, un peu plus de liberté. Donc ça, c'était pour le plancher. Il y a certains refends qui sont en béton, qui viennent se connecter à cette dalle en béton. Il y a d'autres cloisons interlogements, c'est des cloisons SAD qui ont en tête une poutre acier. Donc ça, c'est un mode constructif qui est sous avis technique expérimental, avec un avis technique en cours, qui nous donne un peu d'avantage en termes d'inertie et en termes acoustiques. C'est un peu moins sensible à la vibration. Ici, vous avez des photos, ce n'est pas les photos de notre projet puisqu'on est en début de phase d'exécution, mais d'un connecteur et d'un autre bâtiment similaire, avec, on le voit, ces noyaux béton, cette façade avec un petit peu de béton et ces planchers. Donc là, on voit des trous entre les solives, on va venir disposer des plaques et couler du béton en place. Côté façade, eh bien, on a trois matérialités, un rez-de-chaussée et puis du béton matricé qui font ces petites vagues sur le dessus. Donc il est assez compliqué de déterminer le mode constructif de ce bâtiment puisqu'on a des aspects tout à fait classiques et plutôt travaillés. Et on peut se le permettre puisqu'on a un mode constructif qui a un faible impact carbone et donc ça compense, si j'ose dire, l'impact carbone de cette façade. Une toiture végétalisée qui a un impact carbone aussi, des volets pliants aluminium, des fenêtres bois alu. Côté équipement technique, on est sur 100% pompe à chaleur. Ici, c'est une solution collective, monobloc, avec une pompe à chaleur haute température qui est disposée en toiture, et puis qui alimente avec un réseau d'eau, c'est de l'eau chaude qui est produite par cette PAC directement, et qui descend dans un local technique alimenté des ballons. Et ensuite, l'installation reste, vue d'avion, similaire à la chaufferie gaz. Alors, l'un des intérêts de cette solution, c'est qu'on ne vient pas bousculer les métiers qu'on sollicite actuellement dans le bâtiment. Il y a quand même des enjeux de mise en œuvre, de schéma hydraulique, de mise en œuvre de cette pompe à chaleur. Donc ici, milieu urbain dense, enjeux acoustiques et visuels. Et donc, comme vous le voyez, on a confiné la pompe à chaleur. C'est possible, mais ça reste techniquement un peu plus sensible, un peu plus ambitieux. Il y a plus de bêtises à faire. Donc je vous invite autant que possible à laisser respirer ces pompes à chaleur au maximum. Si on est contraint, comme ça l'est ici, eh bien cette pompe à chaleur, on va chercher le bon matériel, la pompe à chaleur qui a un ventilateur un peu plus puissant, qu'on va pouvoir gainer, qu'on va pouvoir lui associer un traitement acoustique. Donc il faut s'assurer qu'elle est en capacité de souffler l'air à travers ce traitement acoustique. Et donc ça, on évacue l'air. Pour ce qui est de l'aspiration, eh bien ça rentre par les résilles acoustiques qui sont disposées tout autour. Si on n'avait pas eu de plafond ici, on aurait pu se passer de cette solution de gainage. Vraiment, l'enjeu principal, c'est de ne pas avoir de recirculation entre l'air qui est expulsé par la pompe à chaleur et l'air qu'elle aspire, sinon là on vient diminuer les performances. C'est vraiment important. On va nous mettre une certaine pression pour les cacher, ces pompes à chaleur. Il va falloir qu'on soit têtu pour les mettre dans des situations performantes. Donc ça ressemble à ça. Ces résilles acoustiques, des ventelles qui laissent passer l'air, qui auront un espacement un peu plus large que ce qui est représenté ici. Il y a un enjeu aussi, une pompe à chaleur, ça vibre. Un bâtiment ossature bois, c'est particulièrement sensible aux vibrations. Donc ici, on a un mode bois-béton, un mode constructif bois-béton, donc encaisse un petit peu mieux les vibrations, donc c'est pas vraiment un enjeu, mais si on avait été sur du 100% ossature bois, eh bien deux solutions, soit ma pompe à chaleur, je viens la solidariser de ce noyau béton, qui est souvent là pour des raisons structurelles dans les bâtiments ossature bois, soit eh bien, je fais très attention à la mettre sur une dalle béton, des plots antivibratiles, voire des ressorts, et encore, ça, on est presque dans l'expérimental, on manque de retour d'expérience. Ici, on a dissimulé aussi la VMC. Voilà, donc c'est possible. Ici, on a une représentation. Je ne vous cache pas qu'il y aura peut-être quelques cercles, quelques marques quand même des résurgences de la pompe à chaleur, mais voilà.
Et donc les résultats, eh bien, IC Énergie qui va largement au-delà du seuil 2025, donc on peut aller beaucoup plus loin, et un IC Construction où on passe les seuils 2025 sans trop de problèmes, avec, on le voit, un lot CVC fluide qui a gonflé un petit peu à cause de la pompe à chaleur, mais un lot structure et autres qui a diminué. Ce n'est pas le seul moyen de respecter cette RE 2025 qui, au passage, va sûrement nous être exigé dans les Pinel+, dans certaines ZAC, certains labels, dès aujourd'hui. On aurait pu faire du 100% bois en structure, par exemple. On aurait aussi pu, il y a un certain challenge, mobiliser du béton bas carbone et être très attentif à l'impact carbone du second œuvre, d'aller très très loin sur le second œuvre. Voilà, donc je crois qu'il y a une table ronde après sur les labels. Je voulais juste dire qu'on a besoin de labels ambitieux qui nous permettent de nous exercer, d'expérimenter, de faire naître des innovations comme ça. Voilà, il nous faut ça. Et je pense qu'il faut effectivement traiter d'autres sujets, mais on a besoin d'aller loin et d'être en rupture sur le carbone, sur le confort d'été notamment. Il faut qu'on apprenne à concevoir des bâtiments aujourd'hui qui soient compatibles avec le confort d'été de demain. Je ne pense pas que ce soit le cas à ce jour. Il faut qu'on apprenne qu'on définisse ce qu'il faut faire. Et si on ne sait pas le faire aujourd'hui, il faut anticiper les évolutions que pourrait avoir ce bâtiment d'ici 2050. Penser des bâtiments qui vont être en capacité de s'adapter. Voilà. Merci de votre attention. Merci.